Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis aujourd'hui de parler d'une thématique qui est souvent assez peu abordée dans nos sociétés, même si quand même de plus en plus et heureusement. Mais j'avais vraiment envie d'évoquer la mort, mais aussi du coup la vie avec Barbara Godard. Bonjour Barbara. Bonjour Mélanie. Tu m'as invitée il y a quelques temps dans ton podcast et c'est vrai que j'avais aussi ce souhait en moi de pouvoir t'accueillir sur cette thématique. Donc déjà, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Et du coup, j'aimerais bien que tu te présentes. Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ce cheminement? Et puis, je pense qu'après, ça serait intéressant aussi de d'évoquer le pourquoi, en fait, tu es vraiment une personne pertinente à inviter pour cette thématique autour de la mort. Merci en tout cas de me laisser de l'espace pour parler de ce thème. Alors, je suis Barbara Godard. Comment me présenter aujourd'hui? Je dirais que j'ai été infirmière jusqu'à 2018 et j'avais une forme de proximité avec la mort de mes patients. Je travaillais les derniers services dans lesquels j'ai exercé, c'était la réanimation et les soins intensifs. Donc il y avait déjà une certaine proximité, mais plutôt professionnelle et une forme de distance. Pour autant, j'ai fait des toilettes mortuaires, j'ai accompagné des familles dans des situations de deuil et aussi des patients en fin de vie. Donc ça, c'était jusqu'à 2018 et en juillet 2018, mon époux est décédé. Il s'est donné la mort sur son lieu de travail et à partir de ce moment, de cette rupture, j'ai cheminé pour me retrouver, pour me réengager vis-à-vis de moi et vis-à-vis de la vie. Il y a vraiment eu un chemin pour choisir de vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment presque... Enfin, en tout cas, dans la temporalité, j'ai accompagné beaucoup des miens en fin de vie euh, ou aussi là un autre décès où j'ai accompagné plutôt l'après-vie. Voilà, et tout ça s'inscrit aujourd'hui dans mes activités d'accompagnement individuel et collectif parce que j'ai vraiment intégré le fait que la mort faisait partie de la vie, mais en particulier de la mienne, et j'ai décidé d'accompagner, de dédier tout un pan de mes activités pour les personnes qui traversent une épreuve ou un deuil. Donc un deuil, ça peut être au sens large, hein, c'est pas uniquement la perte d'être cher, ça peut être vraiment une rupture avec un état antérieur entre avant et après, donc la maladie, la rupture sentimentale, le changement d'orientation, enfin voilà, c'est assez vaste, mais c'est comme ça que j'ai décidé de me réengager dans ma voie professionnelle. Super intéressant et merci aussi d'offrir ça parce que je sais à quel point certaines personnes qui traversent ces épreuves-là, en fait, se trouvent très seules et de savoir qu'il y a ici des phares sur cette terre qui peuvent les accompagner dans dans ces moments qui sont hyper complexes, compliqués et puis où souvent l'entourage en plus ne sait même pas comment être face à ça. Donc merci d'exister, de proposer ça déjà d'une part. Merci Mélanie. C'est assez égoïste hein, comme aspect parce que je crois que ça vient profondément apaiser et guérir des parts de moi qui ont ressenti beaucoup d'isolement, de solitude et qui ont eu l'impression... Donc j'avais 29 ans quand Arnaud est décédé et je me suis sortie complètement en dehors du cadre. J'étais déjà pas très bien dans les cases à l'époque, mais définitivement moi j'ai cherché du soutien, de l'aide. J'avais vraiment cette démarche un peu proactive et j'ai pas trouvé sur mon chemin ou un peu plus tardivement. Il y a quand même des personnes qui ont émergé, mais donc ça part vraiment
d'apaiser ce que moi j'ai traversé et de permettre que mon expérience et mon cheminement puissent peut-être servir, en tout cas accompagner d'autres personnes. Ouais, ça a tellement du sens. Je pense que du coup, voilà, en plus tu as dit que quand tu as perdu ton époux, tu avais 29 ans. J'allais justement dire que quand on écoute ta voix, on se rend compte que tu es jeune. Et tu vois, c'est assez marrant parce que donc hier soir, Julien m'a demandé avec qui j'enregistrais mon podcast. Donc j'ai dit que c'était avec toi. Il m'a dit ah super. Et du coup, vous allez aborder quelle thématique? Et je dis avec Barbara, la mort, puisqu'elle a perdu son mari jeune. Et en fait, tout de suite, il m'a dit ah oui non d'accord, mais on n'en parle pas. Et en fait, il y a ce refus aussi d'évoquer la mort, et je crois qu'en fait, c'est finalement c'est ce refus d'imaginer l'imaginable dans nos esprits. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, parce que pour moi, au contraire, c'est important aussi de nommer, de parler de ces thématiques, puisque en tant qu'être vivant sur cette terre, de toute façon, nous sommes confrontés à la mort. Déjà avec notre propre mort, et puis surtout aussi avec la mort de nos entourages. Enfin, il y a les générations qui sont là aussi pour ça. Il y a des vagues, et puis il y a nos familles, il y a nos amis. Et même si j'imagine que c'est plus à un certain âge où vous pouvez être confronté davantage à ce genre d'épreuves, parfois en fait ça survient quand on ne peut pas imaginer que ça pourrait survenir. Et du coup, c'est hyper important pour moi d'avoir cette discussion. Tu m'as parlé tout à l'heure comment dire, avant qu'on commence à enregistrer ce podcast, de l'aspect crise, de l'aspect épreuve. Et est-ce que tu pourrais aborder justement ce ressenti, en tout cas cet effondrement qui peut se créer autour de cette épreuve? Avec plaisir. En fait, je te parlais tout à l'heure donc de la façon dont moi je le vois. J'associe beaucoup d'images à mes ressentis et à ce que je traverse en général. Je trouve que c'est plus parlant pour moi d'en parler avec cette image, donc je vais la reprendre. Pour ceux qui s'intéressent au tarot ou pour ceux qui s'intéressent pas au tarot, il y a une arcane majeure qui est la tour et qui représente une grande tour, un bâtiment donc en pierre ou en brique ou en pierre, et littéralement le ciel qui vient s'abattre et qui vient tomber et foudroyer cet élément qui est, pour ainsi dire, la stabilité, une forme de permanence, c'est quelque chose qui est très ancré. Pour moi, l'épreuve, c'est vraiment cette sensation que tout ce qu'on croyait être permanent, stabilisé, être presque ancré, vient par quelque chose d'extérieur, être, je vais dire explosé, parce que c'est vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose de la rupture, il y a quelque chose du chaos qui vient et qui nous demande déjà peut-être de constater que tout ce qu'on croyait permanent ne l'était pas, et de choisir comment on veut reconstruire notre situation ou pas d'ailleurs. Après, c'est des choix personnels. C'est un peu comme ça que moi je vois, je ressens la situation d'épreuve. C'est vraiment cette rupture, ce moment où tout ce qui était de l'ordre du présent n'existe plus. Il y a vraiment cet état de transition et une fin avec avant, et quelque chose de nouveau, quelque chose qui va émerger mais qui de toute façon ne sera plus jamais ce que ça a été. Oui, et j'imagine que dans tu vois, quand ça arrive, l'effondrement, je pense que ça a lieu d'être, puisque c'est aussi ça fait partie du processus. Mais comment aussi recommencer à recréer des fondations, mais du coup à partir de soi. Eh ben, écoute, c'est rigolo parce que dans notre échange me vient quand même beaucoup en miroir la situation qu'on est en train de traverser collectivement depuis plusieurs années maintenant. Et souvent, moi, j'associe la rupture à quelque chose qui est tranché net. Et pour autant, là, j'ai quand même l'impression qu'on a une rupture qui est, je vais dire, un peu plus douce que celle qu'on peut vivre au niveau individuel. Et
Donc une fois que tu constates cette situation où tu te retrouves avec tes morceaux de briques ou tes morceaux de pierre pour restabiliser quelque chose, c'est pour moi en tout cas, à titre personnel, ça a été vraiment le moment de me reconnecter à mon essence, à ce qui était de l'ordre enfin, de refaire des choix depuis est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas. Il y a vraiment eu un appel à me relier à ma vérité intérieure. J'avais jamais fait ce travail-là je prenais un peu ce qu'on me disait comme acquis, tu sais, comme une vérité absolue. Et j'avais vraiment remis mon pouvoir dans les mains de plein de monde, de l'autorité, je travaillais pour l'hôpital public, donc c'était l'hôpital public qui me donnait un peu ce que je devais croire, le gouvernement, enfin voilà, des espaces extérieurs parce qu'ils représentaient pour moi quelque chose de l'ordre de la vérité. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu un besoin et une recherche de ma vérité à l'intérieur de moi. Et ce qui résonnait comme vrai auparavant, quelques semaines avant ou quelques mois avant, ne me semblait plus du tout juste. Et mes premières actions, vraiment concrètes, ça a été de me retirer, de me replier dans un espace où je pouvais prendre le temps de refaire le chemin de est-ce que ça c'est juste pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai? Ah bah non, en fait, ça c'est plus du tout vrai. Et de m'autoriser à faire des choix depuis cet espace-là. Et voilà, il y a vraiment eu un chemin de responsabilisation, je dirais, à ce moment-là, qui a été important. Et une autre notion qui est venue en parallèle, c'était celle de la temporalité. Je me souviens très bien, en particulier par rapport au décès d'Arnaud, du coup, c'était mon employeur qui me disait quelques jours après, moins d'une semaine, quand est-ce que je retournais travailler. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte, je travaillais en milieu hospitalier avec des personnes en fin de vie ou à risque de mourir. Et donc j'étais pas du tout prête, j'étais déjà pas en mesure de me faire une compote. C'est une suggestion pour aller écouter l'épisode qu'on a déjà partagé à ce moment-là. Donc c'était pour moi pas du tout possible de prendre en soin quelqu'un d'autre. Il y a vraiment eu mon besoin à moi, c'était de prendre le temps et l'espace de me reconstruire en sachant que j'avais aucune idée de la notion de temporalité que ça allait durer. Et je sais que souvent, quand on est confronté à des morts qui surviennent comme ça et qui ne sont pas où il n'y a pas de logique de cycle de vie, tu vois, classique. Ce que je peux voir souvent, tu vois, c'est le pourquoi. Est-ce que toi, ça a été un questionnement profond en profondeur? Je sais pas si déjà tu voyais des signes qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui ne fonctionnait pas, ou tu n'as peut-être pas voulu voir non plus. Je sais pas si tu d'ailleurs abordé ces thématiques-là. Non, je les ai pas abordées encore. Et alors du coup, c'est comme tu veux. Avec plaisir, enfin avec plaisir, entendons-nous. En tout cas, je veux bien créer l'espace d'y répondre. Mais comment j'aurais envie de l'aborder? Je pense que j'ai pas vu de signe particulier. Moi, j'avais travaillé donc on revient sur le suicide. Si jamais c'est un thème qui est challengeant pour vous, je vous invite à passer probablement les 5 prochaines minutes du podcast parce que aujourd'hui, moi, je suis très à l'aise pour en parler, mais j'étais pas du tout à l'aise pour l'écouter. Et voilà, je veux simplement vous offrir la possibilité de respirer et la suite sera plus légère. Donc dans cette situation-là, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais travaillé en service de psychiatrie et en particulier dans des services fermés avec des patients à risque suicidaire. Donc j'avais une sorte de compétences qui avaient été mis en lumière de reconnaître une crise suicidaire, etc. Je n'ai pas vu. J'ai pas vraiment. Je crois que peut-être j'aurais pu vouloir voir, mais à l'époque il y a quelque chose de moi qui s'est figé et je ne pouvais pas voir. J'étais de toute façon moins alerte sur mon intuition et sur mes ressentis, etc. J'avais pourtant la conviction qu'Arnaud allait mourir jeune. J'étais convaincue que notre histoire
serait intense, qu'on avait vraiment quelque chose à vivre, mais je pensais qu'on avait plutôt 7 ans que 4. Mais c'est fou déjà que t'aies perçu ça. Ouais, oui. Ben, alors là, c'est un autre thème, mais je pense que voilà, karmiquement, il y avait des choses où on a reproduit des temporalités. Il y avait vraiment quelque chose de mon instinct. Je pense que c'était plus de l'instinct que de l'intuition. C'est un risque. Et j'ai des frissons quand je te le partage. J'avais vraiment cette sensation que tout était précieux, tout était un cadeau et une richesse vraiment extrême pour moi. C'était vraiment une très belle histoire. Et quelque part, ça m'a quand même permis d'en profiter et de pas avoir de regrets. Entre guillemets, en tout cas de tout ce que j'avais pu faire et de tout ce que je lui avais dit. Dans la situation du deuil, souvent on regrette. On regrette de pas avoir dit à la personne qu'on l'aimait, on regrette de pas avoir passé suffisamment de temps avec elle, de pas avoir eu des moments de qualité, etc. Là, pour le coup, j'avais des regrets parce que toute ma vie, j'avais espéré la passer auprès de cette personne-là, de cet homme-là, et j'avais tous mes rêves qui étaient liés à lui. Vraiment mon chemin, je m'étais pas protégée du tout de ça en fait. Je m'étais ouverte, Engagée, si tu t'es mariée avec lui, c'est quand même. Complètement. Et même en ayant cette sensation à l'intérieur de moi que il y avait quelque chose qui me disait voilà, peut-être. Et donc j'ai pas vu. On est rentré de voyage de noces quelques jours avant. Et on a vécu ce qu'on appelle une lune de miel, hein, donc littéralement à titre sentimental, mais aussi dans ce qu'on évoque sur le thème du suicide, c'est-à-dire un moment de légèreté, un moment de presque d'euphorie avec des investissements de la vie, des activités. On est allé au restaurant plus que d'habitude, on est sorti davantage, etc. Et non, j'ai pas vu. En fait, pour moi, il y avait quelque chose de processus qui s'engageait avec une envie d'un nouveau départ et d'autres activités pro qui se dessinaient. Et voilà. Donc, avec ça, a émergé une forme de culpabilité de la femme que j'étais et qui était formée pour reconnaître et qui avait pas vu. Et qui avait pas vu. Et ouais, en plus, ça a été extrêmement douloureux. Et puis après, alors c'est plutôt des aspects personnels, mais du rapport à l'autorité et à comment est-ce que une autorité, je vais dire professionnelle, une entité peut ou pas prendre soin de nous. Et donc aujourd'hui, moi je me rends compte que c'est vraiment important pour moi, même dans mes activités ou dans ce que je vois à l'extérieur, de me rendre cette puissance, ce pouvoir à l'intérieur de moi, mais qu'il y a aussi quelque chose de l'accord en fait, quand on se met au service d'une structure, d'une entreprise, etc. Il y a une notion d'intégrité physique et morale. Il y a des enjeux qui se passent, mais du coup peut-être ça déborde un peu du cadre. En tout cas, c'est un espace avec lequel je vais, je pense, être amenée à explorer. Bah oui. Et du coup, tu reviendras pour qu'on en parle ensemble. Avec joie. Merci en tout cas. Bah merci en tout cas pour ces partages et c'est vrai que, enfin, je savais pas non plus que tu avais ce parcours au niveau de, enfin vraiment cette connaissance aussi du milieu au niveau des suicides, etc. Et donc oui, ça met que, enfin ça rajoute une couche supplémentaire à ton épreuve. Donc bah déjà bravo à toi d'en être là où tu es aujourd'hui. Et quelles ont été en fait je sais pas si tu as pu distinguer différentes étapes. Enfin, il y a souvent on parle des étapes du deuil, mais ça c'est très comment dire. Enfin aujourd'hui c'est très normé entre guillemets. Et après chacun les vit comme il les vit. Mais est-ce que toi tu as identifié quand même des grandes étapes dans ton chemin de reconstruction? Oui. La première, ça a vraiment été la sidération quand même, qui est une des étapes du deuil. C'est ce choc, cette épreuve, ce coup de tonnerre dans mon quotidien, et avec la sensation que littéralement je quittais la zone enfin mon espace-temps. J'avais l'impression de rentrer dans une histoire qui ne m'appartenait pas, et c'est resté assez longtemps, hein. J'ai vraiment eu la sensation que il y avait quelque chose de moi qui avait pris le mauvais chemin
c'était pas ma direction et que ma direction à moi, elle était d'être toujours avec mon mari dans le lieu où j'exerçais, dans les services où j'exerçais, et de continuer ce chemin-là. Et ça a duré pas mal longtemps. Et puis c'est vraiment par phase, hein. Il y a des vagues, il y a des moments où c'est plus ou moins présent. Ensuite, il y a eu ce cheminement vers me choisir, tout en sachant qu'à ce moment-là de mon parcours, Arnaud prend beaucoup de place dans mon quotidien et je le vis pour moi, mais je le vis beaucoup en miroir de lui qui n'est plus là. Il y a comme une forme je vais dire, de loyauté vis-à-vis de ce qu'il était, de ce que je trouve important d'exprimer pour lui. Et à l'époque, je me souviens très très bien d'avoir conscience que je ne veux pas alourdir son âme ou son bagage ou son poids, etc. En fonction de ce que chacun croit. Moi, je crois pour le coup à l'après-vie. Je pense on est relié à une âme, à notre essence, peu importe le mot qu'on utilise, et que dans mon parcours, il y a vraiment eu cette peur de poser des choses sur un autre et d'entraver son processus à lui pour s'élever, sachant que je suis assez teintée de la religion judéo-chrétienne, et donc le suicide en particulier, il y a tout un poids qui est qui est lourd. Qui est lourd, c'est un thème... Alors, la mort, on l'aborde pas, mais alors le suicide, on l'aborde encore moins. C'est encore plus difficile, en fait, de s'exprimer à ce propos-là. Et il y a eu ça aussi dans mon chemin, ça a été de me trouver presque rejetée, en particulier par l'institution à laquelle il appartenait, parce que c'était un suicide, et donc il y avait quelque chose de moins honorable dans le fait que j'étais une veuve de suicidé plutôt qu'une veuve de quelqu'un de décédé. Donc il y a eu de la colère, mais beaucoup cachée aussi pendant mon processus. À l'intérieur de moi, j'arrivais pas à reconnecter, et c'est vraiment cette année, donc presque 5 ans après, que j'ai décidé de réintégrer la palette de mes émotions et la palette des couleurs dans ma vie. En fait, il y a vraiment eu un appel chez moi à réinviter ces vibrations-là et l'entièreté depuis une expérience où j'ai vraiment eu la sensation que mon étalonnage émotionnel était très différent. Je vivais en nuances de gris. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de cultiver la couleur, de réinviter la couleur et la, la densité de cette information-là. J'ai porté le noir très longtemps. C'est ce que j'ai te demandé justement. Est-ce que même la couleur au niveau vestimentaire, c'était quelque chose que tu t'autorisais pas? Je m'autorisais pas. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de plus rien n'avait de goût, de saveur, d'intérêt. Et je voulais... Alors, je suis pas sûre que je voulais, mais consciemment ou inconsciemment, je portais du noir. Je pense que j'ai porté 1 an vraiment que du noir, et après j'ai porté des nuances de gris, donc du noir clair au noir foncé. Et voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de te partager cette anecdote-là. Donc, j'ai perdu une autre âme sœur, mon cousin, il y a quelques jours, et il m'a été offert de lui rendre hommage devant les personnes qui étaient venues se recueillir avec moi. Et je portais une robe, de couleur. Il y avait du rose, du violet, du lilas, et un peu de bleu, de bleu. Voilà. C'est cette robe qui s'est présentée à moi et qui me semblait importante pour lui rendre hommage. Il y avait vraiment cette idée d'honorer le beau et d'honorer la vie qu'il avait eue et de ne pas uniquement pleurer son départ. Et justement, on a évoqué le fait, tu vois, de tout à l'heure, juste avant d'enregistrer cet épisode, que c'est vrai qu'il y a en plus du deuil, de l'épreuve, il y a beaucoup de gens en fait qui vont porter en plus de ça après, finalement la mort, alors que moi aussi je crois au concept d'âme.
et que je suis persuadée que de là-haut ou de là où ils sont, et ben en fait ils ont juste pas envie de nous voir pleurer leur mort. Ça fait partie du processus et je pense qu'ils veulent juste nous voir en vie. Mais après voilà, c'est aussi le poids des religions. C'était quand même des normes. Il y a une époque, il fallait porter le deuil tant de jours par convention. Et en fait, on est quand même dans des sociétés très conventionnées et qu'il y a toujours aussi cette peur de non respecter la mort. Euh, la mort aussi au niveau religieux, ça a été quand même une grosse prise et c'était une emprise aussi parce qu'il y avait quand même la peur du dernier jugement. Et c'est vrai que c'était quand même la religion a beaucoup maintenu les peuples grâce à cette peur finale. Et c'est vrai que c'est assez dingue de quand on commence à avoir un peu cette conscience du poids de la mort qui est complètement extérieure parce que ça c'est un imaginaire collectif qui le nourrit et qu'on a envie de s'interroger sur la mort de façon différente et se libérer de ces poids-là qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et ben je pense qu'on peut aussi retrouver la couleur dans tout ça. J'ai très envie de te partager un peu ma vision parce que je pense que ça peut prendre sa place ici. Dans mon chemin à moi, donc la mort a vraiment eu un impact capital, mais dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a remise en mouvement et qui m'a permis de me reconnecter à moi. Et dans ma vision du futur de la médecine et de la santé, il y a vraiment cet espace où la mort est réintégrée à la vie. On ne met plus de distance avec elle appartient à la vie de fait. Et il y a quelque chose de plus respectueux, de plus présent par rapport à cet aspect-là. Et entre autres, moi, je rêve d'une situation où on n'aura plus peur de la mort et tout cet espace, tu sais, à lutter contre quelque chose, serait réinvesti pour vivre et pour vivre intensément et pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, avec tout un pan, tout un accompagnement depuis l'avant-vie jusqu'à l'après-vie, avec des personnes dont c'est la vocation de prendre soin de ces passages-là, qui sont pour moi vraiment capitaux. J'ai vraiment en tête que lorsqu'on aura apaisé et qu'on se sera détaché de toutes les peurs qu'on nous pose effectivement liées voilà, à des intérêts qui sont pas forcément les nôtres en lien avec la mort, qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau global? Comment est-ce que on serait amené à vivre avec notre environnement, à vivre avec la nature? Je crois vraiment fermement à cette idée et m'est revenue une visualisation que j'ai faite il y a pas très longtemps de mon entreprise et moi, et je me vois à mes obsèques à moi. Bon, c'est un petit peu étrange comme concept, mais ça me paraît intéressant. À mes obsèques, je voyais les personnes vivantes et les personnes qui m'avaient accompagnée décédées. Je voyais énormément de joie, d'amour en fait. Pour moi, ce moment-là, c'est vraiment un moment pour se relier à nos souvenirs, à ce que l'on a vécu, à la chance qu'on a eue de partager des expériences ensemble. Et pour le coup, je crois que le message était passé parce que tout le monde portait de la couleur. Il y avait il y avait beaucoup de joie, en fait. Il y avait la tristesse, en fait, que mon corps physique se soit éteint, même si j'étais plus si jeune que ça. Du coup, il y avait quand même quelque chose dans l'ordre naturel des choses et du processus. Mais j'étais très en paix avec ce passage-là, et il y avait vraiment cette idée que j'avais mis du soin, et tellement de soin dans les moments que j'avais passés avec mes proches, que j'avais pas de regrets, et a priori, eux non plus. Donc, je me souhaite ça, en fait. Je me souhaite cette relation avec la mort, et effectivement, il y a des fois où c'est assez challengeant, encore aujourd'hui, pour moi. Mais, voilà, je me plais à croire que c'est possible de le vivre avec toute cette intensité de couleurs et de possibilités. Bah merci déjà, ça donne envie. Non mais c'est vrai, en fait, moi j'ai eu la chance d'être née dans une famille où la mort pouvait être évoquée. Et j'ai des parents
avec qui voilà on pouvait en parler et que c'était pas dramatique. Et moi, c'est vrai que la première fois où j'étais vraiment confrontée avec la mort, ça a été en 2011 quand ma mamie, en fait, elle est décédée. Pour moi, c'était une personne qui a toujours été là dans ma vie, que je voyais plusieurs fois par semaine, voilà, c'était vraiment la personne la plus proche, qui est décédée, en fait. Et ça s'est fait très rapidement. Et c'est vrai que ça a été mon premier contact, un peu ma première rencontre sur cette terre avec la mort. Et je trouve que oui, j'ai quand même une famille qui m'a bien accompagnée dans le processus. En tout cas, je pouvais en parler, on a pu en parler, on peut en parler, tu sais, parce que même parfois dans certaines familles, la personne qui est morte, on peut plus vraiment l'évoquer parce que par peur de susciter des émotions chez certains, enfin il y a vraiment ce côté au-delà de ne pas nommer la mort, il faut pas nommer la personne non plus. Donc ça, j'aimerais que c'était très chouette. Et je portais de la couleur aussi lors de son enterrement. Et, euh, et, et que oui, quand on peut apporter de la joie et quand ça rassemble aussi finalement. Tu sais, c'est assez drôle. Les enterrements, c'est comme les mariages, c'est là où les gens viennent et se rassemblent. Mais c'est ce genre de rassemblements sont rares. Pour mieux pour les mariages, c'est quand même plus joyeux. Mais si on peut aussi avoir des enterrements joyeux, écoute, allons-y gaiement. J'ai envie de parler de ça aussi, c'est-à-dire à quel point, et j'en parle parce que j'ai fait l'expérience malheureuse de ces dernières semaines, mais l'importance de se relier, de se rassembler et de poser un moment en lien avec ce passage-là. Donc moi, ce que j'appelle le passage, c'est accompagner nos défunts depuis leur fin de vie jusqu'à, donc en fonction de ce que vous croyez, ce monde d'après, la levée du voile et de les aider à s'élever justement. C'est extrêmement précieux aujourd'hui et en particulier, moi, ce qui m'avait choqué, c'était la situation de la Covid, où on n'avait pas eu l'espace de se relier à nos défunts. On n'avait pas eu la possibilité parfois de les accompagner jusqu'à leur fin de vie. Tu sais, il y avait des restrictions particulières. Avec des hommages qui devaient se faire entre ce nombre-là de personnes et ce nombre-là. Et moi, j'avais trouvé ça d'une violence inouïe dans le processus de deuil de chacun, parce que on n'imagine pas à quel point c'est nécessaire, c'est un besoin vital que de faire sens en fait de ce moment-là. J'en parlais tout à l'heure de la notion de temporalité. Tu sais, tout va très très vite aujourd'hui. On est vraiment dans une forme d'effervescence de l'action, du faire. Et souvent, on nous dit, il faut que ça aille vite. On a de moins en moins de temps pour aller observer nos défunts dans les chambres funéraires ou les veiller. Avant, on veillait nos défunts. Aujourd'hui, c'est assez rare. Et je me dis, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui se sentent appelés par un moment, allumer une bougie, par aller se recueillir sur un lieu ou aller se recueillir sur ces moments de funérailles, ne vous censurez pas, ne vous entravez pas dans ce processus, il est important pour vous. Et typiquement, moi, là, donc il y a eu 2 cérémonies et ça a été important pour moi de pouvoir, parce que la famille me l'a demandé, honorer la personne qui partait, de mettre des mots, d'être présente, de se relier dans le contact physique, dans la douleur, hein, la souffrance, les émotions, et aussi de partager cette tranche de vie, cette expérience, aussi intense soit-elle, parce que elle marque vraiment des temps avec le défunt, sans le défunt, et de la reconstruction après, et de la solidarité. Et je trouve que pour ça, les défunts, parfois, ont cette capacité à nous fédérer, à nous permettre de nous relier, de nous rassembler. Et voilà, pour moi, c'est capital vraiment de réhonorer la présence de ces besoins autour du souvenir et du passage et de pas s'en priver. Voilà, merci de m'avoir laissé cet espace-là. Mais avec plaisir. Et merci aussi de le partager. Et je pense que c'est important. Moi, je me rappelle, c'est quand, du coup, ma grand-mère, il y a eu une messe catholique, et ensuite il y a eu l'enterrement.
Et c'est vrai que c'est vraiment quand la tombe, enfin pas la tombe, quand le cercueil rentre dans la terre aussi. En fait, tout ça, ça me permettait à moi, en tant qu'humaine, tu vois, de vraiment avoir cette conscience que là, mamie, le corps physique, ben, il était plus avec nous, quoi. Et en fait, je pense que c'est important vraiment, oui, bah de les cérémonies, si on a envie de veiller, c'est vrai que bon, ça c'est plus des choses qu'on fait, mais je pense que ça peut vraiment accompagner l'âme de la personne comme soi-même. Euh, Après, peut-être qu'aussi c'est des rituels qui peuvent être réutilisés dans les prochaines années. Mais je pense qu'aussi rien qu'au niveau purement humain des personnes qui restent, en fait, avoir cette conscience que l'autre est mort, de vraiment l'imprimer, je pense que c'est vraiment important. Parce que comme tu dis, tout va vite. En final, souvent entre la date du décès et la fin de la cérémonie, enfin, c'est souvent quelques jours. C'est très court. C'est très rapide et ça tend à l'être de plus en plus, mais je suis assez d'accord avec cette possibilité-là que, à mon avis, dans le futur, on va réinvestir nos rites funéraires. Alors, je suis pas experte là-dedans, mais aujourd'hui, t'as des thanatopracteurs qui sont en train de se lever pour qu'on maintienne leurs activités. Donc, la thanatopraxie, c'est l'accompagnement du corps physique après la vie et des soins et des rites funéraires, etc. Et donc moi je pense qu'il y a des intérêts financiers là derrière et qu'on va demander à ce que ça soit de plus en plus rapide et que ça se fasse avec peut-être moins de présence. Et pour autant, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va se lever depuis cet espace-là, depuis l'espace de c'est important, nos morts sont importants, les départs sont à soigner, on doit prendre soin des vivants, mais aussi des morts pour les vivants. Et il y a vraiment une invitation à remettre de la présence dans ces espaces-là et d'arrêter de croire que si on ne le voit pas, ça n'existe pas et que ça va bien se passer. Parce que je crois fermement que moins on met de présence, moins on met de conscience sur ce passage-là, plus on va avoir de mal à s'élever et à se relier à notre soi, à notre essence, en fait. Il y a toute une forme de vouloir se couper de cet aspect-là aussi. Là, je vais poser une question qui je sais, enfin, je peux poser cette question et peut-être qu'elle peut déranger, mais je pense que c'est important. C'est est-ce que la mort finalement peut-elle être aussi nourrissante, tu vois, pour nous? J'ai des frissons quand tu me poses cette question. J'ai eu une conversation hier au téléphone à propos de ce thème-là, et la personne me disait, mais je croyais que tu avais fait ton travail de deuil et que tu étais en paix avec la mort. Et je lui disais à quel point c'était difficile actuellement ce que je vivais, mais que c'était surtout en lien avec le suicide pour le coup. Et, et donc je crois que oui, j'ai cette conviction à l'intérieur de moi que la mort peut être nourrissante, qu'elle peut venir nous recaler, nous permettre de recheminer, de nous remettre sur notre chemin et de prendre ce temps-là, en fait. Pour moi, c'est un temps de reconnexion à soi et un temps de bilan, il y a vraiment quelque chose, un temps d'être, en fait, que l'on peut s'offrir, pour peu que ça soit une volonté personnelle, de se relier à ça, à son être. Et en ça, pour moi, toutes les pratiques et tous les chemins qui mènent à se relier à soi sont des pratiques nourrissantes. Là où, effectivement, il y a encore pour moi des aspects de la mort qui peuvent être douloureux et qui sont pas encore apaisés. Et c'est ok, en fait. Hein, j'ai 34 ans et j'ai le droit d'être... Enfin, nous avons le droit, en fait, c'est pas un truc uniquement pour moi, mais de continuer à penser que ce passage-là, cette fin de vie puisse être nourrissante et pourtant avoir encore des espaces où c'est douloureux, où il y a de l'émotion inconfortable, etc. C'est pas antinomique. Merci pour ce retour et pour ces pistes. Mais tu sais que j'ai pris des pincettes pour évoquer cette question, mais c'est très dur, enfin tu sais, de poser des questions à quelqu'un d'autre et de même d'évoquer, même sans quelqu'un qui est forcément touché par la mort, tu sais, de
de considérer la mort comme quelque chose de potentiellement positif. Je dis pas que mourir, c'est pas. En fait, c'est toujours très compliqué d'en parler. Mais c'est que j'ai invité sur ce podcast aussi Pascal, qui est coiffeuse en biodynamie. Et elle a perdu, pareil, en fait, son compagnon avec qui elle a eu un enfant. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, parce que ça fait quand même, elle, ça doit faire entre 5 et 10 ans, je pense. Voilà, elle le remercie pour ce qu'il a été dans sa vie et tout ce que ça a apporté, mais sa mort, ça a été aussi un signe de renouveau pour elle, et c'est son chemin, en fait. C'est comme ça. Mais tu vois, c'est tout de suite, dès qu'on aborde la mort avec un aspect pas grave, pas trop sérieux, pas plombant, et ben c'est un peu bizarre, en fait, de considérer la mort comme quelque chose d'autre que ça. Est-ce que toi, tu le ressens aussi encore? Je le ressens fort et c'est extrêmement, je vois comme danser sur un fil, tu sais, t'as cette sensation que il y a des choses que tu peux dire et que tu ne peux pas dire. Ça a vraiment pris beaucoup de place, moi, lorsque j'ai lancé mes activités, donc il y a, en 2021, en août 2021, j'ai lancé mes activités et je sentais l'appel. Je sentais à ce moment-là que c'est ce vers quoi j'allais me diriger, c'est-à-dire l'accompagnement, entre autres, des personnes qui traversaient un deuil et qui avaient besoin d'être soutenues. Et à tel point que ma tante, et qui était pas très âgée, elle avait une soixantaine d'années, c'est difficile à dire, est venue s'éteindre dans le domicile de ma maman. On a fait un accompagnement de fin de vie pour elle, juste après le lancement de mes activités, ce qui quand même est extrêmement surprenant dans la temporalité. Mais je sentais à quel point c'était important pour moi d'y être et d'être là. Euh, eh bien, j'assume et j'affirme ma couleur d'accompagnement que depuis cette année. Ça m'a vraiment pris beaucoup de cheminement, de guérison aussi en lien avec ça, de me permettre d'évoquer la mort comme ça, sachant à quel point elle a en plus été un cataclysme dans ma vie, et aujourd'hui je peux en parler avec une forme de neutralité, une forme de paix. Et pour autant, je me souviens très bien encore dans ma chair de à quel point ça a été dur. Donc je ne veux pas minimiser l'expérience que l'on vit. Par contre, je veux vraiment ouvrir à la mort n'est pas que quelque chose qui est à mettre à la distance de nous, elle n'est pas que nourrie par les peurs. Il y a d'autres aspects et je vous invite à regarder comment est-ce qu'on pourrait peut-être changer de vision, changer d'angle pour l'observer autrement. Mais c'est vraiment un chemin et c'est effectivement un thème qui est assez intense à explorer. Peut-être que pour les personnes qui vont être amenées à accompagner parce que leurs proches ont perdu quelqu'un, la question, ça peut être la première, de quoi as-tu besoin, ou je suis maladroite, je n'ai jamais fait l'expérience de devoir accompagner quelqu'un qui vit l'intensité de ce que tu vis. Je te vois, je suis là, mais je ne sais pas faire. Et juste déjà de le verbaliser, de se relier et de témoigner de sa présence, c'est majeur dans l'expérience que l'autre fait. Effectivement, il y a beaucoup d'isolement et de solitude, mais pour peu que vous exprimiez avec une forme d'authenticité là je sais pas, je connais pas cet espace-là, mais je veux bien y aller avec toi, ça va accompagner beaucoup. Oui, merci pour ça. Est-ce que justement tu veux évoquer tes accompagnements? Je sais qu'il y a Renaissance, il y a aussi Transcender. Est-ce que tu veux en parler? Oui, je veux bien, merci de me laisser cet espace-là. Donc, Renaissance et Transcender sont nés cette année. Transcender est un accompagnement collectif. Tous les mois, on se retrouve pour un soin énergétique et un live sur un thème particulier, mais en lien avec la mort ou la fin du cycle. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse se relier, que l'on puisse déposer ce qui a besoin d'être déposé et que l'on s'ouvre à la possibilité que la mort ne soit plus un tabou et qu'on lui fasse de l'espace. C'est un support que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est une proposition que je fais
tous les mois et j'invite les personnes à nous rejoindre pour plusieurs moments, histoire que l'on puisse créer aussi une forme de sécurité dans la relation avec les personnes qui se sont engagées depuis le début de l'année. Et Renaissance est mon accompagnement aujourd'hui individuel signature. C'est un accompagnement de 9 séances pendant lesquelles on vient mettre en place des actions, se reconnecter au corps d'abord, mais mettre en place des actions pour prendre un nouveau départ après une épreuve, un deuil, et en ayant à cœur de ramener de la confiance, de la foi. Il y a vraiment un aspect très spirituel et émotionnel et corporel dans cet accompagnement-là que j'aime beaucoup. Et j'ai des séances découvertes pour ceux qui sont intéressés et qui auraient envie de me rencontrer avant de s'engager avec moi pour un accompagnement. Ah, super. Merci. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de ce podcast. Donc, ça sera facile de te découvrir, de s'intéresser aussi à ce que tu proposes et puis de te rencontrer si ça parle aux gens. Mais j'imagine que ça leur parlera. Donc, merci pour tous ces mots autour de ce sujet qui pour moi était tellement important d'aborder sur ce podcast parce que je pense que ça peut être très très nourrissant pour déjà c'est une conversation qui m'a nourrie moi, mais je pense que ça peut nourrir aussi beaucoup des personnes qui écoutent ce podcast. Donc merci Barbara. Merci à toi Mélanie, merci beaucoup pour cet espace que tu m'as offert pour évoquer ce thème-là, c'était précieux. Avec plaisir. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!